Nous sommes toujours à l'Odéon, pourtant, vous l'avez quitté il y a quelques mois. Et c'était un événement majeur de la saison, parce que c'est pour la première fois qu'on voit le metteur en scène, le grand metteur en scène, le directeur du Théâtre National, qui de son propre gré quitte ses fonctions. Donc c'était comme un manifeste. Pouvez-vous nous parler un peu de cet acte de courage artistique? J'ai décidé non pas de quitter, parce que j'ai été au bout de mon deuxième mandat, mais j'ai décidé effectivement de ne pas solliciter de troisième mandat. En réalité, j'avais sollicité un troisième mandat, mais je n'avais toujours pas de réponse du ministère. Et puis, on est arrivé dans une situation budgétaire très compliquée, où on s'est aperçu que la marge artistique, c'est-à-dire ce qui nous permet de financer l'activité artistique au-delà des frais fixes du théâtre, devenait tellement faible que ça devenait difficile de maintenir un programme artistique ambitieux comme je l'ai fait depuis 8 ans. Donc j'ai préféré dire dans ces conditions je ne peux pas continuer et c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Après j'ai fait 2 mandats à l'Odéon, j'ai fait 2 mandats à la Colline, 2 mandats au Théâtre National de Strasbourg, donc j'arrive aussi à un moment de ma vie, au bout de pratiquement 30 ans de direction de centres dramatiques nationaux et de théâtres nationaux, à un moment donné de ma vie où j'ai aussi envie de me recentrer sur mon travail artistique, c'est-à-dire mon travail principal, celui de metteur en scène. Et oui, on voit ce souffle léger que vous avez retrouvé, si je peux dire, avec la nouvelle Mouette qui est aujourd'hui à l'affiche de l'Odéon. Je vous suis depuis très longtemps, depuis au Théâtre de la Colline, les 8 ans à l'Odéon, bien sûr. J'ai presque écrit les articles sur tous vos spectacles. Et hier, justement, j'ai décidé de regarder un peu ces 8 ans passés. Et au fait, je trouve que la dernière année, pour moi, c'était le plus fort, en fait. Pourquoi? Parce que, bon, il y avait des spectacles qui étaient plus réussis, moins réussis. Mais ça, c'était vraiment 3 gestes artistiques que j'ai beaucoup appréciés. Donc le premier, c'est le fait que vous avez, un des seuls à Paris, monté Andromaque de Racine, en faisant référence à ce monde à feu et à sang qui nous entoure, parce que souvent à Paris, on voit les spectacles, mais on a l'impression que au théâtre, les gens sont complètement en dehors de la réalité apocalyptique qui nous entoure, si je peux dire, apocalyptique, oui. Deuxième geste très fort, c'est le fait que vous avez invité Christian Lupa. Ça, c'est je pense que c'est pour nous tous. C'était comment parce qu'enfin, elle avait quelqu'un qui a pu soutenir le grand artiste. Voilà. Et le troisième, c'est la Mouette. C'est la Mouette. C'est avec lequel vous quittez donc l'Odéon. J'utilise toujours ce terme quitter. Et donc c'est un spectacle, je comprends qu'elle est dans la continuité de vos mises en scène Tchekhov. Est-ce qu'on peut parler un peu de vos relations exceptionnelles, si je peux dire, avec Tchekhov en général? Parce que vous savez, j'ai juste une petite remarque. En Russie, l'auteur, le dramaturge numéro 1, c'est Shakespeare. Et en France, je suis persuadée, c'est Tchekhov. J'imagine qu'en Russie, on a un rapport avec cet auteur-là qui est compliqué, ambigu, c'est-à-dire c'est à la fois le très grand auteur russe et en même temps c'est comme toujours les classiques, on se méfie aussi des classiques comme on peut avoir aussi en France vis-à-vis des classiques comme Molière ou Racine. Pour ce qui est de mon rapport à Tchekhov, c'est un auteur que je fréquente depuis mes premiers spectacles, puisque le premier Tchekhov que j'ai monté, c'était La Cerisay en 1992. Donc j'avais 28 ans et c'est effectivement la première mise en scène de Tchekhov que j'ai faite.
À l'époque, c'était aussi... on dit toujours en France, Tchekhov, c'est tellement difficile à jouer, tellement difficile à monter, et donc et il faut beaucoup de maturité pour monter Tchekhov, etc., etc. Moi, je voulais le monter avec l'énergie de ma jeunesse et d'une troupe qui était jeune à l'époque, c'est-à-dire que en fait, on travaillait avec des acteurs qui n'avaient pas l'âge des rôles, on était dans une dynamique tout à fait différente de celle que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, cette Cerisay était pour moi un spectacle assez fondateur de mon rapport au théâtre. C'était une réflexion sur le fait que... le point de vue était que très très souvent, dans toutes les mises en scène de la Cerisay que j'avais vues, on avait une dimension très, très nostalgique. On accentuait beaucoup sur la perte d'un monde finissant, la perte de la propriété de la Cerisay. Moi, j'avais été attentif au fait que dans la fin de la pièce, quand on quitte cette Cerisay, quand on l'abandonne, quand on la perd, Tchekhov dit « Ah, maintenant, ça va mieux ». C'est-à-dire qu'il y a aussi un soulagement à être délesté de ce poids du passé, de ce poids qui vous tire en arrière. Et j'avais voulu monter la Cerisay dans une dimension, on va dire, anti-nostalgique, et en se disant que quitter la Cerisay, c'est aussi se redonner une sorte de force pour pouvoir affronter l'avenir et aller vers l'avenir. Donc c'était une mise en scène un petit peu radicale de ce point de vue-là. C'est d'ailleurs un spectacle qu'on a joué à l'époque à Moscou. On a fait les dernières représentations à Moscou et c'était assez intéressant de rencontrer le public là-bas qui était assez surpris, je crois, par cette mise en scène. Et puis ensuite, j'ai mis en scène Les Trois Sœurs dans un atelier au conservatoire. Et puis, quand je suis arrivé au Théâtre National de Strasbourg, j'ai monté avec les élèves les petites pièces en un acte, le Jubilé, la demande en mariage et l'ours. Et puis en 2001, j'ai fait ma première mise en scène de La Mouette avec la troupe d'acteurs permanents que j'avais constituée au TNS. Et puis en 2007, j'ai monté avec cette troupe aussi Les Trois Sœurs. Et puis j'étais pas revenu à Tchekhov avant de monter Oncle Vania à Moscou en 2019 avec le Théâtre des Nations. Et puis maintenant cette Mouette de 2024 qui est très 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 différente de la première Mouette. Dans la première Mouette, c'était beaucoup un spectacle qui parlait du théâtre, du rapport au théâtre, de comment le théâtre peut être le lieu ou l'art en général d'ailleurs, pas seulement le théâtre, évidemment le théâtre c'est parce que ça parle de théâtre, mais plus généralement comment l'art peut être quelque chose qui soude une communauté entre les artistes et les amateurs, les spectateurs, puisque dans cette pièce il y a des auteurs, des actrices et des spectateurs. Et ça tournait beaucoup autour de cette question-là. Après avoir monté la Oncle Vania en Russie, où j'avais beaucoup insisté sur la dimension écologique, visionnaire de Tchekhov, qui à travers le personnage du docteur Astrov, alerte sur la destruction des forêts, mais la destruction des forêts qui est aussi qui est concrète, hein, puisque cette déforestation massive a lieu dans cette Russie de la fin du 19e siècle, et comment chez Tchekhov cette destruction des forêts est aussi une métaphore de la destruction, de la destructivité, on va dire, de l'homme, et comment donc ces relations entre les personnages où tout le monde se détruit en fait réciproquement est à l'œuvre dans Oncle Vania. Et donc à ce moment-là, j'avais découvert un peu cette dimension écologique visionnaire de Tchekhov. Bon, j'ai
j'y avais pensé déjà depuis un petit moment, mais c'était devenu quelque chose de plus sensible. Et donc j'ai à ce moment-là relu pas mal de choses de Tchekhov, et j'ai cherché aussi si dans d'autres pièces ou dans d'autres nouvelles, puisque Tchekhov a écrit tellement de récits et de nouvelles, il y avait aussi cette présence de cette vision écologique. Et effectivement, j'ai trouvé d'autres textes. Il y a un très très joli texte qui s'appelle Le Pipeau, par exemple, où il parle où il développe aussi ce point de vue. Et puis, j'ai repensé à ce moment-là au texte de Treplev, dans La Mouette, qui est donc ce petit morceau de théâtre. Bon, c'est 10 minutes de spectacle, puisque le spectacle est interrompu par l'auteur au bout de 10 minutes, suite aux perturbations de son petit cercle de spectateurs, et notamment de sa mère. Mais dans ce petit texte, il parle effectivement de l'extinction de toute vie sur Terre. Et donc c'est vraiment un texte qui raconte la fin du monde. C'est un texte apocalyptique. Et même s'il dit on va voir ce qui se passe, je vais vous montrer ce qui va se passer dans 200 000 ans. Nous, on sait aujourd'hui que c'est probablement pas dans 200 000 ans que la vie humaine ne sera plus présente sur Terre. Mais je me suis dit, on pourrait relire La Mouette en faisant plus attention à ce texte de Treplev. Souvent, quand on voit des mises en scène de La Mouette, en fait, on suit le point de vue des spectateurs, c'est-à-dire on trouve ça aussi décadent, un peu ridicule. Ou d'Arcadina, le point de vue d'Arcadina. Le point de vue d'Arcadina. Et du coup, on fait plus attention à ce texte comme une nouvelle forme un peu maladroite, au lieu de porter attention au contenu du texte, à ce qui est raconté. Donc là, j'ai pris ce parti dans cette nouvelle Mouette de mettre la pièce de Treplev au centre du spectacle, en faisant en sorte que la pièce de Treplev, normalement, c'est un petit tréteau, une petite estrade montée devant le très beau lac dont on parle. Et là, j'ai donné à Treplev tout le plateau de l'Odéon pour installer un décor qui est peut-être pas tout à fait le décor que Tchekhov aurait imaginé, dans le sens où lui il parle d'un espace complètement vide, mais on a mis un décor qui est une sorte de lac asséché, donc comme une vision d'un monde mort et asséché. Et apocalyptique. Et c'est dans ce décor qu'on va venir jouer toute la représentation, toute la pièce de Tchekhov. Donc c'est une sorte d'inversion. D'habitude, on joue la pièce de Treplev dans le décor de la pièce de Tchekhov, et là, on joue la pièce de Tchekhov dans le décor de la pièce de Treplev, ce qui produit pour le spectateur un autre regard, en fait, sur l'ensemble de la pièce, puisqu'on a tout le temps ce décor apocalyptique qui est présent comme le fond, le paysage, en fait, à la fois mental et réel de tous ces personnages. Vous savez, ça me fait penser à la perspective renversée des icônes, quand les événements qui sont normalement au fond, ils ont les dimensions plus importantes, plus grandes que les personnages au premier plan. Et c'est un peu ça, cela veut dire la grande pièce de Tchekhov, elle est entrée dans ce cadre apocalyptique ou dystopique de la pièce de Treplev. Et en fait, c'est la première fois que je vois ça, parce que, effectivement, à Avignon, j'ai vu le spectacle d'Arthur Noziciel. C'était une vision esthétisante, si vous voulez. Ce qu'on voyait sur scène, cela veut dire cette espèce de magme noir, c'était l'enfer d'artiste. En fait, c'était le théâtre d'avant-garde tel qu'elle voyait Treplev. Mais pas du tout l'histoire de fin du monde, comme prophétique de Tchekhov, ça, j'avais presque, c'était un choc, en fait.
En même temps, donc, l'insouciance d'Arcadina et de tous ces gens-là, avec les amours, les petits problèmes, etc., ça veut dire, c'est quand même insignifiant par rapport à la fin du monde qui arrive ou qui est déjà arrivée. Au fait, c'est aussi ce qui se passe, pardonnez-moi, un peu aujourd'hui, parce que les gens continuent de se divertir comme si rien ne s'est passé, continuent, en tout cas la plupart des gens, de prendre l'avion, de faire tout comme si on ne voit pas la catastrophe à venir. Et je pense que c'est plus les jeunes générations qui sont préoccupées que les gens de notre génération, parce que les jeunes, ils ne voient plus l'horizon, ils ne voient plus le futur. Et en fait, c'est ça aussi le thème, si j'ai bien compris, corrigez-moi, de votre mouette, c'est pas le fait de l'art, les questions de l'art, ça aussi. Mais le plus important, c'est comment vivre dans ce monde qui n'a plus d'avenir. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de comment vivre dans ce monde, et c'est la question qui se pose pour ces jeunes gens, Treplef ou Nina ou même Macha. Cette jeunesse qui arrive avec un horizon bouché et pour le moins inquiétant, face à une génération qui a vécu, qui a joui du présent. Il y a cette phrase incroyable d'Arcadina qui dit « Moi j'ai une règle, c'est de jamais regarder dans le futur, je ne pense jamais ni à la vieillesse ni à la mort. » Alors, on peut dire d'un côté, ça c'est une manière de vivre. C'est un slogan de notre époque. Oui, mais ça peut être une manière de vivre aussi, de tenir debout pour essayer de tenir debout. Mais c'est aussi finalement ce qu'a fait cette génération des boomers, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vraiment pensé à toutes les conséquences sur les générations futures. Alors je pense qu'aujourd'hui, y compris dans ma génération, la génération des boomers, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont concernés et qui se posent des questions et qui remettent en question aussi leur mode de vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui disent c'est comme ça, on verra bien, et qui veulent pas se poser des questions. Et c'est vrai que quand on discute avec des gens de 20 ans ou de 30 ans, toutes ces questions écologiques, ces questions de la planète, de l'avenir de la planète sont très, très, très présentes tout le temps dans cette génération. Donc c'est vrai qu'il y a ce rapport de génération qui m'a intéressé dans la pièce et qui permet de mettre l'accent sur la jeunesse. Mais de ce point de vue-là, c'est aussi en continuité avec ce que j'avais fait sur Les Trois Sœurs, où pour moi Les Trois Sœurs c'est vraiment une pièce sur la jeunesse. Je ne l'ai pas vue. Vous l'avez pas vue. Il existe une vidéo qui est bien faite du spectacle. Oui, j'avais vraiment insisté sur qu'est-ce que c'est avoir 20 ans aujourd'hui, puisque Les Trois Sœurs, elles ont entre 20 et 28 ans, enfin 18 et 28 ans, et en prenant des actrices qui avaient vraiment l'âge des rôles, ce qu'on ne fait pas souvent, parce qu'on prend souvent des actrices expérimentées, alors on se retrouve avec une Olga ou une Macha qui ont 35 ou 40 ans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des très toutes jeunes femmes qui ont vraiment la vie devant elles. Et cette dépression comme ce monde assez dépressif qu'il y a dans Les Trois Sœurs, dans cette vie de petite ville de province avec la garnison, etc. Je l'avais tourné aussi comme une métaphore sur la jeunesse d'aujourd'hui. Justement, vous avez, parlant de jeunesse, vous avez changé le regard sur Nina. Dans votre vision, Nina, c'est quand même c'est une jeune fille de province qui est assez insignifiante et il reste jusqu'à la fin. Elle essaye de se battre, elle essaie de faire quelque chose, mais il y a cette phrase légendaire de Nina, il faut porter sa croix. Et dans votre spectacle, c'est pas Nina qui porte la croix, c'est Kostia Treplef, et même, mais littéralement,
parce qu'à la fin, quand elle meurt, en fait, elle meurt, elle est presque crucifiée. Oui, à la fin, Treplev Kostia, il meurt en l'air, suspendu, un peu comme toutes ces mouettes empaillées qui sont dans le spectacle. On dit toujours, la mouette, c'est Nina. Alors oui, on sait Nina, parce que Nina dit qu'elle s'identifie à une mouette. Mais chez vous, la mouette, c'est Kostia. Et Trigorine dit aussi qu'il voit Nina comme une mouette. Mais en réalité, la mouette tuée par Kostia, il dit bien, c'est comme ça que je vais me tuer moi-même. Et donc la mouette, c'est aussi Kostia. Je pense que, en fait, on pourrait dire qu'on est tous des mouettes dans la pièce, c'est-à-dire l'idée que finalement, on a tous des rêves et nos rêves se retrouvent parfois empaillés. En tout cas, ce que je voulais faire avec le personnage de Nina, qui est parfois, un personnage un peu romantique, une jeune fille très jolie, très diaphane, très poétique. Je voulais une jeune actrice qui a un côté beaucoup plus concret, qui a une vraie ambition, qui soit une jeune fille d'aujourd'hui en fait. Et du coup, c'est aussi un beau parcours pour moi parce qu'elle part avec sa naïveté, mais aussi sa volonté et son ambition. Et puis à la fin, elle a traversé toute cette vie, elle a pris beaucoup de coups, mais c'est quand même un personnage qui, elle, ne va pas se suicider, mais elle a un engagement pour tout l'hiver à Yelets. Alors Yelets, c'est pas la joie, comme elle le dit elle-même, la vie est grossière, dans la traduction de Markovitch. Dans d'autres traductions, c'est la vie est brutale. Cette phrase qui est aussi une des répliques emblématiques de la pièce. La vie est grossière, les rêves se cassent la gueule, mais il y a chez elle quand même une volonté de tenir debout, de continuer, de se battre. Je crois que c'est très important chez Tchekhov, l'idée qu'il faut se battre. Donc il y a chez Tchekhov sans doute un regard assez pessimiste sur l'existence, assez lucide aussi, mais c'est un regard qui n'est jamais cynique. Ceux de la génération qui disent de toute façon c'est comme ça, c'est fichu, ça produit un cynisme. Chez Tchekhov, il n'y a pas ce cynisme. Et quand les personnages tiennent des discours cyniques, Tchekhov les juge sévèrement, je pense. En revanche, il y a chez Nina ou chez Sonia à la fin de Vania l'idée que il faut travailler, il faut tenir. Et je crois que la leçon de Tchekhov, c'est la ténacité. J'ai oublié de souligner quand même, il faut le souligner, que vous êtes aussi le scénographe de tous vos spectacles, et au fait la scénographie, il donne souvent la clé de la mise en scène, ce qui est aussi le fait de cette mouette. Mais on est tellement habitué aujourd'hui à tous les trucs techniques, à tous les trucs high-tech, les vidéos, tous les effets visuels, sonores, et vous ne les utilisez pas. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre vision du théâtre d'art, comme on dit en Russie, ou du théâtre artistique, comme on dit en France? En fait, dans ce spectacle, effectivement, il n'y a pas de technologie, en tout cas apparente, ou pas d'image vidéo, pas de film. On est vraiment concentré sur cet espace vide avec des acteurs. Mais comme dans la plupart de vos spectacles. Oui, mais bon, en même temps, dans beaucoup de spectacles, j'ai aussi utilisé de la vidéo. J'ai été même parmi les premiers en France à utiliser de la vidéo dans des spectacles comme en 1993. J'avais monté un spectacle qui s'appelait Docteur Faustus ou Le Manteau du Diable. C'était un spectacle avec une grosse installation technologique. Donc moi, je n'ai pas
de réserve par rapport à ça. Je pense que la technologie, la vidéo, le son, la lumière, tout ça, ce sont aujourd'hui des éléments possibles d'un langage. Mais je ne veux pas les utiliser systématiquement. Je ne les utilise que si j'en ai besoin. C'est vrai que je trouve que c'est très important aujourd'hui de revenir aussi à l'acteur et à exposer l'acteur dans une forme de nudité, parce que c'est vrai que quand on utilise beaucoup la vidéo, ça crée une médiation, ça crée un filtre, parfois ça a tendance à rendre l'acteur plus absent. Donc moi je cherche beaucoup à retrouver une grande présence, d'autant plus que dans le monde actuel où tout est médié par les écrans, le théâtre peut jouer un rôle dans le fait de retrouver de la présence. Mais je ne m'interdis pas d'utiliser la vidéo si j'en ai besoin. J'ai un rapport à ça comme à n'importe quel autre élément scénique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des tas de choses qui sont possibles et à ma disposition, mais j'ai toujours une tendance dans une esthétique qui est quand même relativement minimaliste en réalité, à toujours chercher à prendre le moins pour le plus d'effets. Et donc, dans ce spectacle, en tout cas, j'ai préféré être avec cette force d'un décor unique et des acteurs qui sont aussi parfois un peu perdus dans ce vide-là, dans ce monde-là. Et justement, ma question, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous travaillez avec vos acteurs? Parce que vous avez les acteurs auxquels vous êtes habitués. Comment vous travaillez avec eux? Et est-ce que l'expérience russe, l'expérience donc le Vania que vous avez montée à Moscou, vous a amené quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre? Alors, je travaille avec les... D'abord, dans une distribution, j'aime bien avoir des personnalités très différentes. Donc, c'est très important quand on fait du Tchekhov, parce que dans Tchekhov, on a des personnalités très différentes. Et en même temps, ce sont aussi des pièces très chorales. Donc, c'est assez paradoxal. On a besoin d'un groupe avec une dimension chorale, et en même temps, on a besoin de très fortes individualités, parce que ce sont aussi des personnages qui ont un côté souvent assez égoïste. Donc il faut qu'ils existent très forts pour eux-mêmes et aussi très forts dans la petite communauté qu'ils forment tous ensemble. Et ça correspond assez bien à la façon dont j'aime travailler en général avec les acteurs, c'est-à-dire des personnalités individuelles, fortes, mais que je mets à travailler très ensemble. Donc le travail du metteur en scène, c'est beaucoup d'arriver à faire jouer les acteurs ensemble, qu'ils jouent vraiment ensemble. Et donc, par exemple, dans le travail sur ce qu'on appelle le travail sur les personnages, moi, au départ, je donne relativement peu d'indications sur les personnages en eux-mêmes. C'est ce qui avait un peu surpris les acteurs russes avec lesquels j'ai travaillé dans Oncle Vania, qui me demandaient, mais alors, c'est quoi la vie de cette personne, c'est quoi ses caractéristiques? Donc un travail, disons, plus stanislavskien, qui permet de faire exister un être réel avec toute sa vie. Moi, je considère, ma façon de faire travailler les acteurs est relativement stanislavskienne, mais je considère que le metteur en scène n'est pas celui qui doit nourrir les acteurs. Les acteurs doivent inventer et proposer leur personnage. En revanche, je travaille énormément sur les relations. Donc ce qui va être le principal, c'est quelles relations ils vont entretenir les uns avec les autres. Et à partir du moment où on crée on est attentif aux relations à deux, à trois, les relations au groupe, à ce moment-là, les personnages d'eux-mêmes vont sortir naturellement. Et c'est ce qui s'était passé pour moi très bien avec les acteurs de Vania et ce qui se passe maintenant. Et j'avais été très très sensible en tout cas aussi
ce qui m'avait beaucoup plu quand j'avais travaillé en Russie, c'est qu'il y avait des acteurs dans ce spectacle qui étaient vraiment des stars à Moscou, que ce soit Mironov ou Yulia Peresild comment elle s'appelait, Boyarskaya. Voilà, Lisa Boyarskaya, sont vraiment des stars là-bas, mais en tout cas, ils avaient vraiment une façon de travailler qui était très très ensemble, très collective, très bienveillante aussi les uns vis-à-vis des autres. Ils ne se comportaient pas comme des stars, vraiment. Et on sentait que la dimension du collectif était aussi très très importante. Et par exemple, j'avais été très frappé, puisqu'on avait une alternance en fait entre les deux Elena, puisque comme là-bas ils jouent les spectacles longtemps en répertoire et en alternance, ils avaient vraiment voulu qu'il y ait deux Elena dès le départ, donc Lisa et Yulia. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elles ne pouvaient pas toujours être là en même temps, parce que vous avez aussi Lisa, elle joue dans la troupe à Saint-Pétersbourg, mais elles se transmettaient tout le temps les informations. Elles sont toutes les deux actrices complètement différentes, mais elles se transmettaient les informations, elles regardaient les répétitions quand c'était l'autre qui jouait, elles se donnaient des conseils. C'était très très beau à voir. Quelque chose qu'on n'imagine pas toujours pouvoir se passer en France. En tout cas, en revenant vers la mouette, ce que je voudrais vous dire, c'est en complément. Je trouvais que les acteurs, ils sont tous vivants. C'est en complément en russe, parce que ça qu'on dit, pas les personnages vivants, mais les acteurs sur scène, ils sont tous vivants. Et ça, je trouve, c'est une qualité extraordinaire d'un spectacle. C'est vrai que il faut que dans ce décor qui est un peu mort, qui raconte la mort et la destruction, cette vitalité des acteurs est essentielle, est tout à fait essentielle. Donc vous êtes aussi traducteur. Souvent, on voit que vous avez traduit, co-traduit, et ça, vous avez choisi la traduction de Markovitch. Pourquoi? Pourquoi tous les metteurs... Oui, c'est ça, je sais. Malheureusement. Mais donc, pourquoi tout le monde choisit les traductions de Markovitch? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, les traductions de Markovitch, d'abord j'ai été au départ un peu moteur aussi dans le projet de traduction de Markovitch, puisque La Cerisée, c'est moi qui lui avais commandé cette nouvelle traduction, et même La Mouette en 95, c'est une traduction qui a été mise en scène pour la première fois par Alain Françon, mais en réalité c'est moi qui avais demandé la traduction à Markovitch, parce que à ce moment-là j'avais imaginé de monter La Mouette. En fait, ce qui est très important dans les traductions de Markovitch et Morvan, hein, puisqu'ils sont deux pour les faire, c'est que on y entend très très bien les leitmotivs. Et l'écriture de Tchekhov est une écriture avec une répétition musicale des motifs. Et deuxièmement, elle arrive à créer des façons de parler différentes pour chaque personnage, ce qui est très important pour les caractériser. Et troisièmement, ce sont des traductions très très orales, c'est-à-dire qu'elles ont une rythmique, elles ont une dynamique qui permet de jouer et d'être très vivant, plus que dans des traductions qui peuvent être très belles, hein, comme même les anciennes traductions d'Elsa Triolet ou même la traduction de Vitesse, que je trouve très belle, mais elles sont pour les acteurs un petit peu plus littéraires. Donc j'aime beaucoup cette oralité qu'il y a et donc cette vie que les traductions de Markovitch donnent. Surtout, vous étiez élève d'Antoine Vitesse. Absolument. Vous partez, donc voilà, vous commencez une nouvelle vie avec votre compagnie. Où est-ce qu'on pourra voir vos spectacles dans les saisons à venir? On pourra aller voir là où je serai invité, où je serai demandé, mais normalement on devrait faire un spectacle à la colline dans l'année 25-26.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une petite pièce de Arne Ligre, qui est cet auteur norvégien. Que vous avez découvert? Que je suis depuis une dizaine d'années. Oui. Et puis, les opéras? Parce que vous montez beaucoup les opéras. Oui, là, aussi. je vais faire plusieurs opéras, dont là, je pars dans quelques semaines à Stockholm pour faire la flûte enchantée. Et j'ai entendu parler que vous allez à San Carlo, oui, aussi à Napoli. À Naples aussi, bon, en juin, pour monter un opéra de Cimarosa, qui est un compositeur entre Mozart et Rossini, qui est lui-même napolitain. Merci beaucoup, Merci Stéphane, et j'espère à très bientôt. Merci.